Alors, bonjour tout le monde. Merci de votre présence et merci au REFAD de nous donner l'occasion de se parler d'inclusion pédagogique aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Pascal, je suis spécialiste en enseignement et en apprentissage. J'ai près de 30 ans d'expérience en formation et plus de 25 ans d'expérience en enseignement universitaire, dont plusieurs années au programme d'ergothérapie de l'Université d'Ottawa. Puis, je m'intéresse à l'accessibilité puis à l'inclusion depuis un bon bout de temps. Et puis, je vais être votre animateur aujourd'hui. Et je suis accompagné de Laurie, qui est aussi spécialiste de l'enseignement et de l'apprentissage. Elle a près de 25 ans d'expérience comme travailleuse sociale dans différents contextes. Elle enseigne depuis 5 ans, puis elle connaît aussi la réalité des personnes faisant partie des groupes marginalisés ou en situation minoritaire. Et comme l'a dit Robert, ben c'est Laurie qui va modérer la boîte de clavardage. Alors, vous pourrez lui poser vos questions de clarification là, tout au long du webinaire, incluant s'il y a des mots que vous ne comprenez pas en raison de mon accent québécois de franco-ontarien d'adoption. Alors, ben aussi, je devrais dire que c'est Laurie qui va déposer au fur et à mesure dans le clavardage les 7 outils dont Robert parlait qui vont, je l'espère, vous être utiles. Et ces outils-là sont accessibles et comprennent l'essentiel de l'information qui va vous être présentée aujourd'hui dans le webinaire et dans la PowerPoint que vous voyez à l'écran en ce moment. Et même, on a ajouté plus de détails dans ces outils-là. Puis comme le dit Robert, mais la période de questions officielle va être à la fin du webinaire, là où on débloquera les microphones et les vidéos. Aussi, Laurie et moi, on tient vraiment à dire qu'on a préparé le webinaire le plus possible en ayant en tête un espace pédagogique plutôt qu'un espace politique. On va donc se concentrer sur la conception et la diffusion de cours ou de formation inclusive centrée sur des méthodes pédagogiques efficaces dans le but évidemment, là, de soutenir le processus d'apprentissage d'un ensemble d'apprenantes et d'apprenants. OK? Alors, maintenant qu'on a présenté le contexte du webinaire et qu'on s'est présenté, on aimerait faire votre connaissance. Alors, pour ce faire, on a 2 questions pour vous dans un outil de sondage. Donc, une première question sur votre rôle et l'autre sur vos besoins pour la formation d'aujourd'hui. Alors, pour répondre à ces questions-là, vous n'avez qu'à ouvrir votre furteur et à vous rendre sur le site www.wooklap.com WIP 22. Et Laurie devrait mettre cet hyperlien-là dans le clavardage. Alors, je vous donne quelques secondes pour vous rendre là sur le www.wooklap.com IP22. Et moi, de mon côté, là, je vais me rendre là aussi. Ah, je voulais vous dire, si l'interface vous apparaît en anglais dans Wooklap, vous pouvez faire basculer vers le français en cliquant sur le bouton EN en haut à droite de la page, là, puis choisir le français. OK? Puis, vous aurez qu'à choisir une ou des réponses, puis à cliquer sur « Valider » pour les enregistrer et me les transmettre. Puis, je vais afficher les résultats en temps réel. Puis, en passant, je vous suggère de laisser le sondage ouvert parce qu'on va avoir d'autres questions pour vous pendant le webinaire. OK? Alors, je me rends et j'active la première question. Je vois qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à répondre. Donc, allez-y, là, choisissez ce qui vous représente le plus. Et on a peut-être des doctorants et des doctorantes avec nous. Et je m'excuse de n'avoir pas mis votre rôle dans la liste. Je le ferai la prochaine fois. Donc, je vois qu'il y a 7 personnes à date qui s'est branchées sur les 28. Donc, je vous donne le temps d'aller sur le site wooklap.com WIP22 et vous rendre à la première question pour choisir.
OK. Plutôt, on est 24 sur 28, donc il y a 20 personnes qui ont répondu. Je vois que ça, OK, 25. Donc, on se donne un petit peu plus de temps pour la première fois, donner la chance à tout le monde qui aimerait voter de le faire. Donc, ce que je vois jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels de la technopédagogie ou de la pédagogie. Donc, bienvenue aux collègues. Et on a des enseignants, des gestionnaires, des formateurs, formatrices, assistants d'enseignement, bienvenue. Personnel de soutien, une personne. Bon. Donc, si vous me permettez, je vais retourner à la formation. Ça nous donne. En fait, excusez, je vais passer à la prochaine question. Et qui, celle-là, ben, en fait, c'est pendant ce webinaire-là, qu'aimeriez-vous apprendre à partir là, des différents éléments qu'on aura, que je vous présenterai bientôt. Donc, vous pouvez cliquer sur plus d'une réponse et après ça, pesez sur valider quand vous êtes prêt. Donc, on attend encore un petit peu là, que tout le monde ait eu la chance de répondre. On a 17 personnes sur 26, 18 maintenant qui ont répondu. Okay. Alors, en principe, vous voyez les réponses là, en même temps que moi. Donc, on voit qu'il y a une répartition parmi les 6 énoncés avec un intérêt particulier là, pour l'impact de l'inclusion, les stratégies et les ressources avec les outils. Donc, on va couvrir tout ça. Je vais vous en parler là, dans un instant. Alors, je vais retourner à la présentation et puis, ça me donne une bonne idée d'où votre champ d'intérêt et tout et tout. Alors, merci beaucoup de votre contribution. On continue. Alors, on s'est présenté, vous vous êtes présenté. Alors maintenant, avant de vous parler du plan et des objectifs de la présentation, j'aimerais vous présenter Éric. C'est un prof qui va nous accompagner tout au long du webinaire. Éric enseigne depuis une dizaine d'années. C'est un prof consciencieux, organisé puis attentionné. Il remarque que certaines stratégies d'enseignement fonctionnent moins bien qu'avant, ce qui l'amène à questionner son approche. Puis, il aimerait que son cours aille mieux, mais il ne sait pas trop par où commencer. Alors, pour nous, il est clair qu'Éric va avoir besoin de soutien puis d'être aiguillé. Puis on espère que le webinaire d'aujourd'hui va être un bon point de départ pour y arriver, puis que les sujets qu'on va couvrir vont vous être utiles, là, peu importe votre rôle. Alors, pour tenter de répondre à la question d'Éric, par où commencer? Voici le parcours qu'on va suivre pendant le webinaire. Alors, dans la première section, qui est en jaune orange, on va définir l'inclusion puis expliquer son importance. Dans la deuxième section, en bleu, on va vous suggérer des questions pour réfléchir à votre pratique. Dans la troisième section, en vert, on va vous parler des fondements conceptuels sur lesquels s'appuyer. Dans la quatrième section, en orange vif, on va vous présenter des stratégies d'inclusion. Et dans la cinquième section, en mauve, on va vous offrir des ressources à consulter pour explorer l'inclusion et votre pratique. Puis, on va terminer avec un sommaire avant la période de questions. Pendant le webinaire, on vous invite, Laurie et moi, à noter vos réactions et vos questions, comparer ce que je dis à ce que vous savez, noter les idées intéressantes à explorer, puis noter les défis que vous entrevoyez. Puis, on vous suggère de prendre une capture d'écran de la diapo pour vous rappeler ces points-là. Et ils vont nous permettre d'alimenter à la fois votre réflexion puis la période de questions de la fin. OK? Passons maintenant au contexte de l'inclusion pédagogique. Mais avant, Laurie, est-ce qu'il y a des questions de clarification en suspens dans le clavardage par rapport au déroulement du webinaire? Non, ça va. Ça va? Merci bien.
Alors, on va commencer par se demander qu'est-ce qu'on veut dire par l'inclusion pédagogique. C'est ni plus ni moins de prendre en compte la diversité des caractéristiques et des façons d'apprendre des étudiantes et des participants dans la préparation et dans la diffusion d'un cours ou d'une formation. Puis, si on parle de diversité, là, quand on regarde les neurosciences, les théories de l'apprentissage et les écrits sur l'inclusion, on se rend compte que la diversité est réellement la norme plutôt que l'exception. Puis, par exemple, quand on regarde les stats canadiennes, on voit combien c'est évident dans un groupe classe de 100 personnes. Okay? Il y a 40 des étudiantes et des étudiants qui sont noirs ou de couleur, 13 qui nous viennent de l'international. À noter là, que ce chiffre-là varie d'une institution à l'autre. 3 sont de descendance autochtone. Ensuite, il y a 60 des étudiantes et étudiants qui sont des femmes et 40 des hommes. Puis évidemment, ces chiffres-là varient selon qu'on est inscrit dans les sciences et technologies ou dans les programmes en santé, par exemple. Ensuite, il y a 2 des personnes qui se disent non-binaires. Puis je vais définir le terme à la section 4 quand je vais vous présenter Alex. Et aussi, il y a 10 de la population étudiante qui s'identifie comme LGBTQ+. Puis aussi, une note que selon la façon dont les personnes trans s'identifient, on pourrait les retrouver ventilées dans les 4 catégories. Donc, quand je dis 4 catégories, là, femmes, hommes, identité de genre et orientation sexuelle. Donc, c'est ça, évidemment, il y a des chevauchements, là, mais on parle d'environ 1 de la population étudiante qui s'identifie comme trans en général, mais comme je dis, qui se retrouve ventilée. Ensuite, il y a 30 des étudiantes et des étudiants qui parlent le français à l'Université d'Ottawa comme langue maternelle ou comme deuxième ou troisième langue. Alors, dans vos institutions, vous pourriez vous demander combien parlent le français et une autre langue à la maison pour imaginer là, les impacts et les éléments à considérer. Donc, ensuite de ça, il y a à peu près un peu plus, en fait, de 10 des apprenantes et des apprenants qui vivent avec une déficience, une incapacité ou qui font face à une situation de handicap. Et ça inclut les défis de santé mentale qui sont à la hausse et les troubles d'apprentissage. Puis, il y a 15 qui sont les premières personnes de leur famille à étudier au cégep, au collège, au lycée ou à l'université avec leurs propres défis. Puis, on devrait aussi considérer, entre autres, l'impact sur l'apprentissage de l'âge, du statut parental, du statut socio-économique, puis des statuts d'emploi et d'études à temps plein versus à temps partiel, par exemple. Okay? Et quand on regarde les fondements conceptuels qu'on va survoler à la section 3, on remarque que la population étudiante issue des groupes marginalisés ou en situation minoritaire vit des défis. Par exemple, souvent, elle ne se reconnaît pas dans la salle de classe, dans les règles implicites de fonctionnement, dans les exemples, dans les activités puis dans les travaux, parce que l'enseignement, elle est normalisée, puis que les méthodes d'enseignement puis les contenus sont ni neutres ni universels. On va le voir tantôt. Puis ça, ça crée des iniquités puis des désavantages pédagogiques. Ce qui m'amène évidemment à poser la question suivante, pourquoi parler d'inclusion pédagogique? C'est pour minimiser les obstacles à l'apprentissage puis pour donner une chance équitable à toutes les étudiantes et à tous les participants de développer leurs talents puis leurs compétences puis de réussir leurs études ou leurs programmes de formation. L'inclusion permet aussi d'accroître l'engagement et la collaboration plutôt que la méfiance puis la compétition. Puis permet d'enrichir l'expérience d'apprentissage par le partage d'expériences, de contextes et de connaissances variées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme membre de l'équipe enseignante ou de formation pour aider à l'inclusion? On devrait jouer un rôle d'allié. Puis pour ce faire, on suggère d'élargir notre champ d'action en portant davantage attention au contexte et aux besoins du plus grand nombre de personnes possible dans notre façon de préparer puis de donner nos cours ou d'animer nos formations.
Puis parlant d'animation, ben, créer un climat de groupe positif, puis un lien de confiance par des interactions significatives puis bienveillantes, c'est essentiel au processus et à l'expérience d'apprentissage de tout le monde. Puis on va d'ailleurs vous partager des outils dans les différentes sections du webinaire là, pour vous aiguiller là-dessus. Alors, dans le webinaire d'aujourd'hui, vous allez voir, on parle beaucoup de changements, que ce soit de réfléchir à nos façons d'être ou de modifier nos pratiques. Ça peut certainement nous faire vivre, entre autres, de l'inconfort et même de la résistance. C'est normal, ce n'est pas négatif en soi. C'est ce qui nous permet souvent d'évoluer. Mais je vous dirais, soyons indulgentes ou indulgents envers nous-mêmes. Puis, si on est particulièrement déstabilisé par ce dont on discute aujourd'hui ou par les réflexions que vous allez avoir, il ne faut pas hésiter à en parler autour de nous, de vous, ou à consulter les ressources à notre disposition dans notre établissement ou notre région. OK? Très important. Bon, avant de continuer et de vous présenter le premier outil, Laurie et moi, on aimerait ça prendre votre pouls en ce moment par rapport à l'inclusion. Alors, par sondage, on aimerait ça savoir où vous vous situez par rapport à l'inclusion pédagogique en ce moment. Puis pour participer, bien, vous avez juste à retourner dans votre furteur Internet sur www.wiclap.com/WIP22, puis cliquez sur votre choix et validez. Les résultats vont apparaître au fur et à mesure également, là. Alors, je me rends de ce pas et vous devriez pouvoir, et je vais passer à la prochaine question. Alors, allez-y, vous pouvez choisir là, ce qui vous représente le plus en ce moment. Et je vous dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend d'où vous en êtes et on va partir de là, tout simplement. Et donc, on a 19 personnes sur 28 qui ont voté. On va attendre encore quelques secondes. Donc, on a tout à apprendre. On ne sait pas trop par où commencer. On fait preuve de prudence. On a hâte d'explorer. On est convaincu et on utilise déjà. Ben, écoute, un bon point de départ. Et puis, j'espère que, encore une fois, que le webinaire d'aujourd'hui va nous permettre là, de réfléchir à tout ça, puis d'avoir des outils pour nous permettre d'avancer. Alors, je retourne à la présentation. Merci encore une fois d'avoir partagé vos idées, vos commentaires, vos impressions, vos sentiments. Alors, sans plus tarder, donc, on passe au premier outil. Alors, Laurie va déposer dans le clavardage le premier outil qu'on veut partager aujourd'hui. Alors, c'est un résumé de l'introduction et de la première section du webinaire qui porte sur le contexte qu'on vient juste de couvrir. Je vous suggère de le télécharger maintenant en cliquant sur la bulle copier qui va apparaître dans le clavardage près des 3 points à côté de la publication là, quand vous allez promener votre souris dessus. Et même si je continue, vous pouvez là, télécharger à partir du clavardage sans problème. Et donc, c'est ça. Ça couvre les différents éléments en 6 sections. Passons aux pistes de réflexion. Mais avant, Laurie, est-ce qu'il y a des questions de clarification en suspens? Non, tout va bien. OK, merci. Merci de t'occuper du clavardage. J'apprécie beaucoup. Alors, revenons à Éric quelques instants. On va commencer la section en vous demandant, face aux défis qu'Éric rencontre dans son cours et qui sont résumés dans la diapo à l'écran, quelles questions pourrait-on lui suggérer pour amorcer la réflexion de sa pratique et sur ce qui pourrait changer?
je dois dire que quand on lit, qu'on réfléchit sur le sujet, c'est fascinant de constater l'impact de nos biais, de nos attitudes, et de nos gestes là, sur l'expérience et le processus d'apprentissage des apprenants et apprenantes qu'on côtoie. C'est éclairant. Alors voici les questions qu'on pourrait, en fait, qu'on aurait le goût de proposer à Éric. Ces questions-là se retrouvent dans l'outil de la section 2, mais vous pourriez prendre une capture d'écran si vous le souhaitez. Là. Donc, la première question va chercher dans nos façons d'être et de faire automatiser, que ce soit par rapport à notre éducation, à nos croyances ou à nos valeurs, mais aussi à nos préférences d'apprentissage, puis à la façon dont on nous a enseigné. Ça a un impact ça, sur qui on est. La deuxième touche plutôt à nos façons de faire, donc acquises dans le cadre de notre pratique, à nos compétences en conception et en diffusion de cours ou de formation, puis à notre rôle de guide pour faciliter l'apprentissage. Okay. Et puis, la deuxième question dont je viens de vous parler, là, elle nous mène à 3 sous-questions. Okay? Par exemple, pour qui est-ce que je conçois le cours ou la formation? Est-ce que j'utilise différentes approches, puis est-ce que j'offre différentes perspectives aux apprenantes et aux apprenants? Puis est-ce que je leur laisse de la place pour exprimer leurs perspectives, partager leur expérience, puis leurs connaissances, collaborer avec les autres, puis faire des choix? Okay? Des questions qu'on peut se poser. Et ces questions-là sont à considérer et à explorer avant de passer aux stratégies. C'est notre recommandation, okay, de se questionner avant de sauter dans les solutions. Puis, rappelez-vous la prof avec la tresse dans la section précédente. L'inconfort fait souvent partie du perfectionnement professionnel au même titre que la soif d'apprendre. Alors, il ne faut pas avoir peur de l'inconfort, finalement. Puis, je vous dirais que ça serait votre premier devoir pour raffiner vos pratiques inclusives. Bon, maintenant, Laurie va partager le deuxième outil dans le clavardage et c'est une série de 5 questions, une série de questions, pardon, en 5 thèmes qu'on aime beaucoup puis qu'on vous recommande d'utiliser pour votre guide de réflexion, duquel sont tirées les questions que je viens de vous présenter. Puis je vous invite d'ailleurs à télécharger cet outil-là maintenant. Et je vais passer au fondement conceptuel. Vous aurez peut-être noté là, que je vais à un certain rythme parce qu'on va se concentrer sur les stratégies et les ressources. Mais je voulais quand même vous présenter là, les questions puis les fondements conceptuels avant de se rendre aux stratégies. Donc, Laurie, est-ce qu'il y a des questions de clarification en suspens? Non, tout semble bien. OK. Alors, on va revenir à Éric une autre fois. Et puis, dans le fond, là, on se questionne sur quel fondement conceptuel est-ce qu'Éric pourrait s'appuyer pour orienter les changements qu'il aimerait apporter à sa façon de concevoir son cours et de l'enseigner. Alors, je vais vous en présenter 4. Le premier fondement, c'est l'enseignement sensible à la culture ou ESC. Alors, en résumé, l'ESC suggère de prendre en compte la culture puisqu'elle a un impact sur la façon d'apprendre, de traiter l'information, de penser, de se motiver, de s'organiser à la tâche, de collaborer, etc. Puis, l'ESC encourage l'utilisation d'activités pratiques, authentiques et variées. Le deuxième fondement, c'est la justice sociale en éducation ou JSE. Puis en résumé, la JSE s'intéresse au fonctionnement et à l'impact des systèmes sociétaux et institutionnels sur les groupes marginalisés au niveau du pouvoir et des privilèges. Puis deuxièmement, elle s'intéresse aux désavantages et aux inéquités que ces systèmes-là, comme les cégeps, les collèges, les lycées, les universités génèrent. Puis la SJE vise à redresser les inégalités puis à éliminer la discrimination pour favoriser l'accès aux ressources et à la réussite scolaire des membres des groupes marginalisés
au sein de ces maisons d'enseignement-là. Le troisième fondement, c'est la conception universelle de l'apprentissage, ou CUA. Et en résumé, la CUA nous encourage à cesser de voir les gens comme ayant besoin d'être réparés, entre guillemets, et de plutôt voir les différences comme une richesse dans le processus d'apprentissage. La CUA présente 3 principes liés au pourquoi, au quoi et au comment de l'apprentissage, puis il inclut une série de stratégies pour engager, partager de l'information et agir dans le processus d'apprentissage. Puis, le quatrième fondement, c'est les principes d'enseignement inclusif ou PEI. Puis, en résumé, le PEI articule les pratiques exemplaires occidentales et autochtones en pédagogie autour de 3 postulats. Un, une planification proactive qui prend en compte les différents contextes et façons d'apprendre. Un enseignement bienveillant et des activités engageantes et contextualisées, c'est en deuxième. Puis, en troisième, le personnel enseignant qui agit comme guide à l'apprentissage plutôt que simplement transmettre des contenus. Puis évidemment, on pourra en parler pendant des heures, mais dans le cadre du temps qu'on a aujourd'hui, c'est le survol. Puis pour en savoir plus, on vous a préparé un outil synthèse. Et Laurie va le partager là, dans le clavardage aussi. Puis c'est un document où on vous présente d'abord 12 messages clés qui ressortent des fondements conceptuels que je viens de vous présenter. Puis la plupart des messages sont communs à 3 ou 4 des fondements. Par exemple, l'importance de prendre en compte les différents contextes, les différentes façons d'apprendre et de se former aux différentes réalités des groupes marginalisés. L'importance de rendre explicites les règles de fonctionnement, les attentes, les directives. Puis l'importance de laisser plus de place aux apprenantes et aux apprenants pour partager, collaborer, explorer et intégrer la matière. Puis ensuite, vous pourrez faire un tour d'horizon de l'ESC, de la JSC, de la CUA, puis des PEI. Puis à la fin, il y a quelques références qui vont vous permettre d'explorer les 4 fondements plus à fond si ça vous intéresse. Je vous invite à télécharger l'outil maintenant. J'en profite pour prendre une petite gorgée d'eau et on va passer au moment tant attendu, les stratégies. On va parler de stratégie. Laurie, est-ce qu'il y a des questions, clarifications? Non, il n'y en a pas du tout. Ça OK. va. Bon. Oups, excusez-moi, je me suis trompé de souris. Je fonctionne à 2 souris. On va revenir à Éric. Et donc, vous l'aurez deviné, la question est quelle stratégie pourriez-vous lui suggérer pour que son cours aille mieux et donc qu'il soit plus inclusif? Et là, je vous mets à profit. Je vous demanderai de prendre 30 secondes pour penser aux stratégies que vous utilisez déjà dans vos cours, vos formations, et celles que vous avez dont vous avez entendu parler et que vous aimeriez intégrer. Puis, Laurie et moi, on vous invite à écrire vos suggestions dans le sondage. Je vais tout de suite aller à la question du sondage. C'est à noter que c'est un sondage qui est à réponse courte. Il y a une limite de 284 caractères comme dans un tweet. Alors, pensez-y. Je vous donne, comme je disais, un bon 30 secondes. Puis écrivez vos réponses. Allez-y spontanément, ce qui vous vient en tête. Ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est juste pour voir les différentes idées. Puis, c'est ça, quand vous avez entré vos éléments, cliquez sur « Valider » pour les enregistrer. Puis, on va s'en reparler. Puis, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi liker ou mettre des j'aime sur les réponses des autres. Alors, je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui a commencé, là. Donc, je vous laisse aller. Donc, fascinant, là. Donc, plonger, essayer, l'erreur est humaine.
formats variés proposés. Oh, ça bouge! Pour les évaluations, discussion ouverte avec les étudiants, différenciation, ouverture à l'autre, choix de présentation au sujet plus diversifié, identifier les différents styles, une façon d'apprendre, ouais, les groupes de travail hétérogènes, l'autodétermination, pouvoir progresser. Là, on commence à manquer d'espace. Progresser, former des groupes, pouvoir, OK, choix de présentation, valoriser l'erreur, oui, l'essai-erreur, puis c'est correct de faire des erreurs, effectivement. Des activités qui ont un sens pour les étudiants et leur profil. Écoutez, là, j'en perds, mais c'est pas par manque d'intérêt. Oui, l'utilisation de il, elle, donc la féminisation, etc. L'apprentissage par les pairs, avoir conscience des différences. Donner des choix. Écoute, vous en avez des suggestions et elles sont toutes bonnes. Donc, c'est les joies de collaborer et d'échanger nos idées. On voit qu'il y a plein de choses qu'on fait déjà. Souvent, on n'a peut-être pas conscience que c'est des éléments d'inclusion parce que, comme on le disait dans les principes d'enseignement inclusif, dans les concepts, dans les fondements conceptuels, là, il y a beaucoup d'éléments d'inclusion qui sont des pratiques exemplaires en enseignement de toute façon. Donc, ça d'une pierre deux coups. Okay. Ça continue à rentrer, alors je laisse aller. Approcher ses collègues. Oui, hein, on peut s'entraider définitivement. Des rencontres individuelles avec les étudiants, j'imagine. Oui, soumettre aux participants un pré-test. Wow! OK. Puis les gens, bon, ont des préférences, hein, il y a des cœurs. Oui, effectivement, les conférenciers qui proviennent de groupes marginalisés. Tout à fait. Je dois dire d'ailleurs que notre groupe de travail sur l'inclusion pédagogique, là, on fait tous partie d'un ou des groupes marginalisés. Donc, en espérant que ça nous donne une sensibilité et que on a discuté de nos biais, mais évidemment, on les réalise pas tous, c'est tout. Okay. Alors, on va... bon. Ça bouge, ça bouge. Donner des choix à l'étudiant, oui. Discussion ouverte avec les étudiants, très important. L'interaction pédagogique est clé en enseignement, en apprentissage. OK. Si vous me permettez, vous pouvez continuer à écrire des choses, mais je vais retourner à la présentation, puis on va continuer. Alors, un gros merci d'avoir partagé ça. Puis, peut-être que je peux prendre une petite seconde de plus juste pour remonter ça un peu. Pas trop, là, mais je ne sais pas si vous voulez prendre une capture d'écran. Pour les garder si ça peut vous être utile. Il y a beaucoup d'éléments intéressants que je vais reprendre. Donc, on va y aller comme ça, puis je vais redescendre pour que vous puissiez prendre les autres. Puis après ça, je vais retourner là. Excellent. Alors, sans plus tarder, en fait, je vous dirais que ces stratégies-là, on peut peut-être les classer, là, les mettre dans un certain ordre. Là. Par exemple, vos stratégies pour avant, pendant et après le cours ou la formation, ou les stratégies à utiliser en tout temps, des éléments comme ça. On pourrait certainement les classer. Excusez-moi. Alors, donc, maintenant, avec ces stratégies-là, gardez ça en tête, je vais vous parler d'Alex. Okay? Puis, pendant que je vous parle de sa situation, vous pourriez voir si les suggestions de stratégie que vous avez partagées dans le sondage changent ou se précisent. Alors, je vais juste
noter là, que Alex ne représente pas toute la population étudiante, mais la vignette contient suffisamment d'éléments pour agir comme point de départ à notre réflexion. Donc, Alex étudie à l'université en deuxième année du premier cycle et aspire à s'inscrire à la maîtrise pour accéder à sa carrière de rêve. Et Alex s'identifie comme une personne noire et non-binaire. Puis par non-binaire, ben, on veut dire sur un continuum entre hommes et femmes, peut-être les deux, peut-être ni un ni l'autre, ou en variance selon la journée ou la période. Alex est de citoyenneté canadienne. Aussi, elle vit avec un trouble anxieux diagnostiqué. Dans le cours, Alex, elle ne se sent pas toujours à sa place et elle ne se reconnaît pas dans plusieurs exemples présentés par Éric. Alex n'ose souvent pas dire ce qu'elle pense en raison de quelques étudiants qui ont fait des commentaires empreints de jugement puis qui prennent beaucoup de place dans les discussions de petits groupes. Puis Alex, je ne sait pas s'il s'agit de racisme ou de misogynie ou autre, mais elle ne se sent pas toujours bien dans le groupe. Puis Alex subit quelques microagressions à chaque semaine, puis parce qu'elle est racisée et qu'on n'utilise souvent pas le bon pronom à son égard, mais elle n'ose pas le demander par peur de représailles, malheureusement. Aussi, Alex éprouve parfois de la difficulté à faire sens des explications d'Éric. Et elle perçoit beaucoup de non-dits, par exemple, dans les règles de fonctionnement, dans la façon de participer aux activités, dans les travaux, ce qui affecte son niveau de stress. Alex sait qu'elle devrait rencontrer Éric pour lui poser ses questions, mais elle est timide, puis l'idée de rencontrer un professeur lui cause du stress aussi. Il a la peur d'être perçu comme quelqu'un de paresseux, de lente ou difficile. Maintenant que je vous ai parlé du contexte d'Alex, je vais maintenant vous mettre un petit peu en mise en situation, ce qui va vous permettre de raffiner les stratégies qu'on aimerait proposer à Éric. Alors, Alex reçoit la note de son premier travail de session. Elle n'a pas bien réussi, elle est déçue, elle est à la fois anxieuse et soulagée qu'Éric l'invite à une rencontre pendant ses heures de bureau. Et on pense qu'Éric va vouloir discuter avec Alex de sa réalité et de l'impact de cette réalité-là sur sa participation, sa place dans le groupe, son processus d'apprentissage et sur ses notes. Puis grâce à cette conversation-là, Éric va probablement pouvoir mieux appuyer Alex dans son expérience d'apprentissage ou la diriger vers les bons services. Puis Éric pourrait aussi ajuster certaines de ses méthodes d'enseignement selon la résultante de la conversation. Alors, on peut se demander sur quelle stratégie Éric pourrait miser. Et donc, voici des exemples de stratégies d'enseignement qui seraient bénéfiques pour Alex, mais aussi à l'ensemble des personnes dans le groupe. Puis, il y a évidemment, vous allez voir, il y a des répétitions avec ce que vous avez partagé dans le sondage, puis c'est parfait comme ça. Donc, entre autres, okay, parce qu'on pourrait retourner dans le sondage puis regarder ce que vous avez mis aussi, là, mais Éric pourrait envoyer un sondage avec le premier cours pour s'informer du contexte des étudiantes et des étudiants. Il pourrait porter davantage attention à la façon dont il écrit, et puis de la façon dont il maintient le climat de classe. Par exemple, dans la mise en contexte à faire au premier cours, dans ses interactions à chaque cours, puis dans les directives précédant les discussions ou d'autres activités en sous-groupe. Il pourrait intégrer la perspective et des références d'auteuristes issus de divers groupes ou de différents coins du pays ou du globe. Éric pourrait continuer aussi à présenter des contenus oraux, mais ajouter des outils écrits ou des ressources multimédia dans le système de gestion des apprentissages, par exemple. Il pourrait varier les exemples, puis les activités pour inciter au dialogue, au partage, à la collaboration, au sentiment d'appartenance, à relever des défis, puis à s'engager. Il pourrait offrir des choix de sujets puis des formats pour les travaux, là, comme vous avez mentionné dans le sondage. Puis il pourrait s'assurer que ces textes et ces ressources en ligne soient clairs puis congruents sur le plan du style puis des niveaux des titres, par exemple. Puis surtout, Éric devrait considérer, expliciter les objectifs du cours, le fonctionnement dans le cours, partager ses attentes, puis les directives clairement à l'oral et à l'écrit. OK?
Puis il existe des dizaines d'autres stratégies. En fait, dans notre base de données, à date, on en a répertorié environ 130. Mais on vous a préparé comme outil un palmarès des 25 stratégies les plus fréquemment recommandées. Ces stratégies-là sont pas mal universelles sur le plan des bénéfices aux apprenantes et aux apprenants. C'est fascinant là, de voir combien, en fait, 80-90% de ces stratégies, les stratégies qu'on propose, s'appliquent à toutes les étudiantes, tous les étudiants, indépendamment de leur groupe d'appartenance. Et puis, Laurie va mettre cet outil-là dans le clavardage pour que vous puissiez le télécharger. Puis, on pense que c'est un bon point de départ là, pour vous guider dans le passage à l'action vers l'inclusion pédagogique. Alors, maintenant, passons aux ressources. Il y a une question, Jean-Pascal. Oui. Que si les stratégies qu'on a partagées s'appliquent à la formation à distance asynchrone aussi. Oui, absolument. C'est sûr qu'il y a des nuances, là, mais tout à fait. Là, les stratégies d'inclusion, les stratégies d'accessibilité s'appliquent à l'asynchrone. Tout à fait, tout à fait. Oui. Puis, vous allez voir, là, justement, dans les ressources, il y a des outils qui vont parler de l'asynchrone et vous donner des outils à ce niveau-là. Donc, si on revient à Éric pour une dernière fois, il se demande depuis le début par où commencer. Bien, on va voir ce qu'on lui propose. OK? Alors, on suggère à Éric de préparer un plan d'action puis d'y travailler à travers 6 façons de faire, au besoin évidemment, là, puis selon ses préférences. Donc, d'abord, on lui suggère d'utiliser la méthode des petits pas en partant d'où il est pour se rendre où il voudrait ou devrait aller, puis en intégrant quelques stratégies à chaque semestre pour éviter qu'il se sente submergé. Okay? Puis comme le suggère une majorité d'auteuristes, on lui recommande de réfléchir à ses pratiques en utilisant l'outil question guide de la section 2 là, sur les pistes de réflexion que Laurie a mis dans le clavardage. On lui suggère aussi d'explorer l'inclusion à l'aide de l'outil résumant les 4 fondements conceptuels, le palmarès des 25 stratégies, puis la liste de ressources qui va suivre. Puis évidemment, comme vous l'avez mentionné dans le sondage, là, il pourrait échanger avec ses collègues puis discuter avec des spécialistes pour lui permettre d'avancer. Puis selon ses préférences et son contexte, là, il va pouvoir adapter son cours pour le rendre plus inclusif au moment qui va lui convenir le mieux là, au fil des 5 éléments que je viens de présenter et à partir de son plan d'action. Donc, Laurie, si tu pouvais déposer dans le clavardage les 3 outils suivants. Le premier, c'est Par où commencer, qui contient l'information que je viens tout juste de vous présenter. Puis, je vous suggère de le lire avant de remplir votre plan d'action. Le deuxième outil, c'est le plan d'action comme tel en format MS Word pour que vous puissiez écrire dedans. Puis, vous pourrez y déposer vos idées, vos objectifs, les stratégies que vous aimeriez explorer, ce que vous voulez apprendre sur ces stratégies-là, les ressources à consulter, les échéanciers, etc. Et puis, le troisième outil, c'est une liste qui contient les ressources pour creuser le sujet, puis des ressources pour consultation rapide aussi. Alors, n'hésitez pas à télécharger les 3 outils maintenant. Puis pendant ce temps-là, j'aimerais attirer votre attention sur 3 outils en français qui portent sur l'inclusion en formation à distance, puis qui se trouvent dans la liste des ressources. D'abord, il y a un article du tableau du Réseau des universités du Québec qui parle des pratiques pédagogiques inclusives là, dans la planification d'un cours en présentiel, mais aussi à distance. Un guide de l'Université de Montréal sur les pratiques inclusives en formation à distance. Et pour faire un lien avec la question là, que Laurie a posée au nom d'une participante ou d'un participant, là-dedans, il y a des stratégies d'asynchronicité. Et en troisième lieu, un répertoire d'outils dans le site Internet Éductive. Donc, des outils fort intéressants qui vont vous être utiles. Aussi, il y a un groupe d'auteuristes de diverses institutions postsecondaires de l'Ontario qui ont collaboré à l'écriture d'un livret sur la conception universelle
pour l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité. C'est un excellent ouvrage de référence. Puis, il vient juste d'être publié en mars 2022. On attend la version française cet été. Surveillez ça là, sur le site de eCampus Ontario. Et puis, une dernière ressource sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, l'équipe du projet IP, duquel Laurie et moi on fait partie, on travaille à terminer un site Internet sur l'inclusion pédagogique qui inclut les contenus et les ressources du webinaire d'aujourd'hui, mais en plus élaboré, évidemment. Et puis, on espère qu'il va être lancé à la fin de l'été ou à l'automne au plus tard. Puis vous pourrez y accéder là, via le site Internet du Service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage de l'Université d'Ottawa au www.saea.uottawa.ca. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre une capture d'écran, le site web du SAEA est sur le côté. Alors, passons maintenant au sommaire et à la conclusion du webinaire avant de passer à la période de questions. Donc, si on se souvient bien, le webinaire était divisé en 6 sections, puis là, on se trouve à la dernière. Alors, si on se rappelle, on a défini l'inclusion, on a expliqué l'importance et les bénéfices de l'inclusion pédagogique, on vous a présenté quelques statistiques, on vous a proposé des questions pour réfléchir à votre pratique, on a résumé les 4 fondements conceptuels que vous pourrez explorer plus à fond avec l'outil résumé, on vous a suggéré quelques stratégies que vous pourrez mettre à l'essai selon votre contexte, puis on vous a remis un palmarès des 25 stratégies les plus souvent recommandées. Puis on vient de vous présenter là, un processus par où commencer avec un gabarit de plan d'action, puis une liste de ressources. Je vous avais aussi invité à prendre des notes sur 4 éléments pendant le webinaire. Alors, je vous suggère là, de garder ces notes-là proches parce qu'on va s'en servir pendant la période de questions. Vous allez avoir donc l'occasion de revenir sur ces notes-là. Et puis, toujours là, sur l'outil de sondage voclap.com, j'aimerais ça revenir sur une question à choix multiple où on vous demande, pardon, on vous en êtes rendu par rapport à l'inclusion. Puis oui, c'est la même question qu'au début pour voir l'évolution. Et puis, il y aura une question finale pour en réponse courte, là, 280 caractères, pour voir ce que vous aimeriez explorer. J'aimerais ça voir ce que vous allez explorer. Et puis, donc, je me rends tout de suite là à la prochaine question. Alors, j'aimerais c'est ça, si on peut répéter là, où vous en êtes par rapport à l'inclusion pédagogique, après que je vous ai partagé, dans le fond, une série d'outils et d'informations sur l'inclusion. Donc, 35 personnes inscrites et donc, okay. Donc, il y a eu une mouvance vers 7, 8, 9. On fait encore preuve de prudence et c'est sain. Et puis, donc, il y a une évolution. Vous avez des outils, vous avez déjà votre pratique, vous avez des idées, donc c'est excellent. Alors, pour laisser quelques minutes à la période de questions, là, je vais retourner à la présentation. Je vous rappelle, on a un plan d'action. OK? Ah oui, c'est vrai. Je vais aussi vous demander la prochaine question. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez explorer ou mettre en pratique dans ce que Laurie et moi vous a présenté aujourd'hui? Je serais curieux, puis probablement que vous êtes curieux, curieuse aussi de voir ce que les autres aimeraient explorer. Donc, puis vous pouvez mettre des petits j'aime aussi, des petits cœurs, là, ce qui vous intéresse. Réflexion des outils, la CUA.
les ressources, la liste de stratégie. Ok, prenez le temps. Je vais vous donner un petit 20 secondes si vous avez le goût de rajouter des choses. On va aller voir l'efficacité des différentes stratégies. Oui, c'est ça, pour ceux et celles qui préparent leur cours pour la prochaine session, là, ça va vous donner peut-être des stratégies à intégrer tout de suite. Là. Bon, Puis Jean-Pascal, ouais. les gens peuvent continuer à répondre à cette question-là, même si tu changes d'écran, là. Absolument. Tout au long, ils pourront continuer aussi longtemps là, qu'on est sur le webinaire, ils pourront continuer à répondre. Oui, absolument. Merci beaucoup, Laurie. Puis comme ça, on va pouvoir prendre au moins 5-10 minutes là, pour répondre à vos questions ou discuter. Donc, simplement pour vous dire que si vous voulez parler d'inclusion, n'hésitez pas là, à communiquer avec moi. Mes coordonnées sont à l'écran, puis Laurie va les mettre dans le clavardage. Et j'aimerais vraiment, avant de passer là, à la période de questions, j'aimerais vraiment vous remercier là, de votre écoute puis de votre participation. Puis remercier aussi Laurie d'avoir collaboré à la conception puis à l'animation du webinaire. Et puis, j'aimerais aussi reconnaître le travail de toute l'équipe derrière le projet d'inclusion pédagogique. Merci tout le monde. Vous voyez les noms à l'écran, donc un gros, gros, gros merci. Alors, sans plus tarder, on passe à la période de questions. On peut se demander, là, en fait, peut-être réfléchir à vos questions, aux réflexions les plus importantes que vous, sur l'inclusion et l'application dans votre pratique que vous aimeriez aborder. Et puis, vous pouvez soit partager vos questions et vos commentaires dans le clavardage ou soit lever votre main numérique puis activer votre micro. Laurie va débloquer micro et vidéo et puis va surveiller l'ordre de parole. Je vais cesser le partage d'écran pour qu'on puisse se voir et ben, c'est ça, la période de questions est ouverte, alors allons-y, allons-y. Merci Hubert pour le commentaire. Alors, il y a Catherine qui a levé la main. Bonjour Oui, Catherine. bonjour. Question un peu personnelle. Oui. Que conseilleriez-vous à une professeure comme moi qui aurait une ou un élève là, dans sa classe qui vit un malaise d'inclusion par rapport à son corps, par rapport à, entre autres, le phénomène de grossophobie ou le fait que juste s'asseoir dans la classe, certaines classes, certains mobiliers de classe ne sont pas adaptés à sa grosseur. Je pense à des amphithéâtres ou à des bureaux avec le petit truc pour écrire là, qui passe devant le ventre, qui empêche l'élève de s'asseoir. Comment un professeur peut réagir à ça? Parce que le professeur n'est pas en contrôle du mobilier dans sa classe ou de l'accessibilité physique. Puis là, ben, cet élève-là, ben, il ne se sent pas inclus, ne se sent pas dans un bon milieu pour apprendre. Fait que comment le professeur peut réagir dans une situation comme celle-là? C'est vrai que ça ne met pas dans un bon mode de pensée quand on a des préoccupations autres. Je vous dirais qu'il y a des stratégies qui sont universelles, puis des stratégies qui vont être plus spécifiques. C'est sûr qu'une recommandation générale qu'on fait, c'est d'avoir un énoncé dans le plan de cours où on parle que si les gens dans la classe ont une préoccupation, de ne pas hésiter à venir nous voir. Okay? Ça, c'est une première étape. L'autre chose, c'est au premier cours aussi, quand on parle du cours, quand on parle des règles de fonctionnement, quand on établit le climat de classe, de dire, ben, si vous avez des préoccupations par rapport à... Puis là, vous pouvez être plus ou moins spécifique selon votre contexte. Ça pourrait être, si vous avez des inconforts par rapport à l'éclairage, par rapport à la température, par rapport au mobilier, par rapport
à la vitesse à laquelle je parle, peu importe, ou à mon accent, bon, tout ça, vous pouvez ouvrir la porte comme ça. Puis, il y a toujours aussi la possibilité d'approcher une étudiante ou un étudiant pour lui dire, ben, j'ai remarqué ou je pense que peut-être tu aurais un inconfort. Est-ce que tu aimerais qu'on se rencontre? Évidemment, vous en doutez, on ne fait pas ça devant toute la classe pour mettre la personne sur la sellette, mais on peut communiquer avec elle par courriel. Par exemple, là, ou par un autre moyen pour aborder ce dialogue-là. Dans, dans le cas d'un élément corporel, j'imagine que l'étudiante aussi pourrait, étant donné qu'il y a un problème d'accessibilité au niveau du mobilier, pourrait faire appel à son centre d'accompagnement scolaire. Ça s'appelle un peu différemment dans les différents établissements, là. Oui. Mais parce qu'en général, dans une classe, il devrait y avoir à certains endroits dans la classe un espace où on peut avoir des chaises ergonomiques, par exemple, avec des tables, c'est ça, des postes de travail adaptés. Et là, encore là, ce sera une préférence personnelle. Est-ce qu'on veut être identifié en s'assoyant en bas, par exemple, ou non? Et ça devient un choix personnel de l'apprenante. OK? Tout est dans le dialogue. Ben oui, on pourrait conclure ça. Oui, tout à fait. Effectivement. De rien. De rien. Prochaine question. Laurie, soit dans le clavardage ou en personne? Moi, je n'avais pas de questions à part des gens qui nous remercient pour le webinaire et le partage généreux de ressources et d'informations, mais je n'ai pas de questions comme telles. OK. Il y a je suis quelqu'un qui a conscient partagé de TELUC là, Oui. sur l'approche inclusive en formation à distance. Donc, il y a un lien web Ah, qui a été merci. partagé dans le clavardage. Oui. Robert, j'imagine que ça va être possible de mettre ce lien-là aussi dans le résumé de la formation quand tu vas envoyer les choses. Tout à fait. On va faire part du clavardage à tout le monde. Donc, vous aurez les liens. Puis aussi, je vais envoyer les liens à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent et qui ne participent pas aujourd'hui. Eux aussi vont recevoir le compte-rendu avec des liens vers les 7 ressources que vous avez présentées pour lesquelles je vous remercie beaucoup. Moi, je n'ai pas parlé aujourd'hui parce que je fais partie des gens qui ont coché la réponse « J'ai tout à apprendre au sondage ». Oui, oui, oui. J'ai changé ma réponse par la suite. Mais je trouve que votre approche est exemplaire. Hein. Je vous remercie beaucoup. C'est pas évident de trouver une façon de présenter en utilisant des outils de sondage, en étant aussi calme que vous l'êtes et en prenant le temps de laisser les gens se retrouver. Bon, tu sais, comme quand on met un lien vers un document qui est téléchargeable de même, ben là, il faut que les gens trouvent à le sauvegarder, il faut qu'ils trouvent à l'ouvrir. Fait que pendant tout ce temps-là, si on est un homme comme moi, c'est-à-dire qu'on peut se concentrer sur une chose à la fois, ben, on n'arrive plus à écouter. Donc vous avez beaucoup, beaucoup de patience face à tout ça. Je vous remercie énormément pour ça. Puis, je suis curieux parce que dans mon approche de j'ai tout à apprendre, je me considère vraiment comme un dinosaure de l'autre génération. Je dis ça parce que face à mes enfants, j'ai toujours des mots inappropriés, des positions inappropriées. Puis, vous avez présenté énormément d'outils pour l'enseignant face à sa salle de classe, qui est tout à fait notre contexte. Peut-être en terminant, puis je suis conscient qu'on a déjà dépassé, puis qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, mais pour les dinosaures comme moi, dans le tous les jours, est-ce que vous avez des recommandations particulières? Je vous entendais parler du code d'Alex en disant « Yel », puis là, à un moment donné, il a fallu lui dire en disant « Elle a pensé à la ». Puis là, vous avez choisi un ou l'autre. Moi, jongler tout ça, je m'y perds. Alors, pour un dinosaure comme moi, avez-vous des recommandations pour être plus à l'aise face à nos jeunes aujourd'hui? Bien, en fait, je vous dirais que juste ce que vous venez de dire, c'est déjà un pas dans la bonne direction, c'est-à-dire de prendre conscience d'où vous en êtes et après ça, d'aller voir les outils, d'aller explorer
Puis de revenir aux questions que j'ai présentées très brièvement là, dans la section 2 en bleu, où on se demande d'où vient notre façon d'interagir avec les gens, d'où vient notre façon d'enseigner, d'où vient notre façon de gérer, d'où vient, bon, ça. Et est-ce que ça vient de notre éducation, ça vient de notre environnement, ce à quoi on est exposé, etc. Et quand on parle de biais inconscients, de croyances, de valeurs, etc., c'est de retourner à ça. Puis tranquillement, là, si on ne veut pas se bousculer non plus, mais on veut aussi avancer, puis de se questionner, puis d'essayer des choses. Puis un peu ce que Catherine a dit quand elle a posé sa question, en terminant là, notre échange tout à l'heure, c'est de dire, c'est une question de communication. On teste des choses, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas bien, donc d'être indulgent, de se donner le droit à l'erreur et d'ouvrir le dialogue avec nos étudiantes, parce que on peut apprendre d'eux et elles autant qu'ils vont apprendre de nous. Et c'est un peu un cercle de la connaissance, pour utiliser une terminologie qui est en pédagogie autochtone. Mais puis je vous dirais souvent d'être. C'est comme tout processus de changement. À un moment donné, quand on commence, ça nous demande un effort. Il faut y réfléchir, il faut y penser. On a des fois, ça fonctionne bien, des fois que ça fonctionne moins bien, on se réajuste. Et à un moment donné, ça devient deuxième nature. Comme moi, parler d'étudiantes et d'étudiants, de participants, de participantes, ça fait déjà 3-4 ans que j'utilise ça, fait que c'est rendu internalisé. Je vous avouerai que là, moi, mon défi, c'est d'utiliser, par exemple, IEL sans bafouiller, parce que j'ai tendance à dire il, elle, mais c'est IEL. Fait que là, je travaille là-dessus. OK? Et on peut aussi servir de modèle ou avoir des étudiants et étudiantes qui nous servent de modèle. Par exemple, moi, quand j'enseigne puis je parle d'étudiantes et d'étudiants, au bout de quelques semaines, les étudiantes et les étudiants commencent à faire la même chose, commencent à utiliser soit les termes neutres ou l'écriture épicène, et bon, tout ça. Donc, l'utilisation du féminin, du masculin ou de la forme neutre. Et c'est fascinant de voir comment on a un impact, un rôle pour que tout le monde se sente bien dans la classe. Donc, c'est ça. Mais la méthode des petits pas, ce serait en conclusion ma recommandation. Robert. Comme qu'on n'est pas arrivé à la maîtrise ou au doctorat d'un coup sec, c'est par étapes, c'est la même chose, c'est cet apprentissage-là. Exactement. Il faut se donner une chance. Il faut se donner une chance. Juste en terminant, Julie Provencher, une question pour vous. Absolument. Oui, en fait, c'est une réflexion qui m'est venue dernièrement en entendant tout le langage épicène puis le souci dans le prononcé aussi que dans l'écrit. Mais qu'est-ce que vous pensez? Là, il y a une reconnaissance du besoin d'avoir quelque chose d'inclusif, mais la reconnaissance du genre, elle passe où? Parce que là, on parle de la reconnaissance du genre, mais comme individu, c'est quand même important. Je dois avouer que je ne suis pas certain de comprendre votre question. Est-ce que vous pouvez élaborer? Là, en disant « yel », oui. on escamote le « il » et le « elle » pour arriver à quelque chose qui semble inclusif, mais moi, c'est comme ça fait référence à une non-reconnaissance du genre, qu'il y a une partie de la population, on ne reconnaît plus le genre pour satisfaire. Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut satisfaire. OK. Cette reconnaissance-là, elle n'est plus. Puis dans l'écriture épicène, c'est la même chose. Oui. Écoutez, je dois avouer que je ne suis pas un expert du genre. On a des collègues dans les maisons d'enseignement qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Ma compréhension, c'est que on peut, en fait, j'assistais dernièrement à une présentation des terminologues canadiens qui parlaient justement, où s'en va le langage, puis par rapport à l'identité de genre, tout ça. Et il y a, en français, c'est pas encore
arrêter. Tu sais, je dis yel, mais il y a différents autres pronoms. Et donc, l'idée, c'est demander aux gens ou inviter les gens à identifier leurs pronoms pour justement dire, ben, OK, toi c'est il, toi c'est elle, toi c'est yel, toi c'est yol. Et essayer de se trouver une façon de le prendre en note et au même titre que, c'est comme moi en anglais, Jean-Pascal, c'est massacré à tout bout de champ. Alors, je leur demande de m'appeler JP. Alors, moi, quand on me demande de c'est quoi mon prénom favori, ben, je dis JP. Puis, et donc c'est d'ancrer ça dans le quotidien, ces pratiques-là. Puis, je vous entends quand vous dites oui, mais là, on efface les genres traditionnels. Puis l'idée, c'est de dire, dans le cas d'Alex que j'ai démontré, j'ai dit Yel parce qu'elle a demandé à se faire appeler Yel. Je sais que c'est virtuel, là, mais imagine, mais tu sais, par exemple, si vous passez au-dessus de mon image, moi, je me suis identifié comme il ou I. Donc, je m'attends à ce que les gens s'adressent à moi avec le il, au même titre que je sais que Laurie, j'espère que je ne vends pas la mèche, Laurie, mais c'est elle. Alors, je l'appelle elle, mais quand je m'adressais à Alex, je ferais Yel. Alors, vous voyez, on essaie le plus possible de reconnaître les gens dans leur contexte, mais l'idée, encore une fois, c'est d'être indulgent. On essaie du mieux qu'on peut et on démontre une volonté, puis on s'ajuste. Puis ça, habituellement, les étudiantes, les étudiants sont très reconnaissants et reconnaissantes de ça. Là. Mais ce que j'aimais, je veux juste terminer, ce que j'aimais là, Oui. dans l'approche inclusive, c'est de favoriser le développement du sentiment d'appartenance au groupe, d'échange entre les deux, la connaissance de chacun au-delà de ce détail-là. Et c'est plus la cohésion d'un groupe puis en termes de gestion de classe. Fait que ça me parlait beaucoup. Donc, merci beaucoup pour le partage. Excellent. Ça fait plaisir. Robert, je pense que tu es en sourdine. Pas, je pense, tu es en sourdine. Excusez-moi. Il n'y a je pas de disais problème. Simplement merci beaucoup, hein, Jean-Pascal et Laurie. Le mot de la fin est à vous, mais ça a été très, très apprécié. Bien, écoutez, merci d'avoir eu l'occasion de pouvoir parler de ça avec vous, en espérant qu'on ait d'autres occasions d'échanger sur l'inclusion pédagogique. Laurie? Tu es en sourdine? C'est un classique. Puis je riais dans ma tête que papa était en sourdine. Oui. On rit de soi-même. Hein? On rit jaune. Absolument. Je fais écho de ce que Jean-Pascal vient de dire, puis je l'ai mis aussi dans le chat, là, que on reconnaît que les gens sont reconnaissants de ce qu'on a partagé, mais que c'est les participants, les participantes qu'on remercie aussi d'avoir assisté et participé à cet atelier ici. Très chic de votre part. On va terminer l'enregistrement, terminer la réunion et on se dit à la prochaine parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Au revoir tout le monde. Absolument. Merci pour votre présence. Au revoir.